Chapitre 3. Une visite en Inde. Fin 1955, j'ai reçu une invitation formelle du prince de Sikkim en tant que président de la société Mahabodhi pour participer à la célébration du 2500e anniversaire de Buddha Jayanti, la naissance du Bouddha. Initialement, Phan Myint, un haut gradé de l'armée populaire de libération en poste à Lhasa, m'avait enjoint de refuser l'invitation. Il m'avait dit que le prince n'était pas d'un rang suffisamment élevé pour que je puisse accepter une invitation officielle comme la sienne. Alors j'ai envoyé un message à la mission indienne à Lhasa pour expliquer calmement la situation, ce qui a conduit à la réception d'une seconde invitation, cette fois de la part du vice-président de l'Inde, Sarvepalli Radhakrishnan. Au terme de plusieurs mois, on m'a informé que Pékin avait donné son aval à mon voyage en Inde. Avant mon départ, le général Chang Ching-wu m'a mis en garde. Faites attention, en Inde, il y a beaucoup d'éléments réactionnaires et d'espions. Si vous tentez de faire quoi que ce soit avec eux, je veux que vous songiez que ce qui s'est produit en Hongrie et en Pologne se produira au Tibet. Il parlait de la répression du soulèvement de Poznan en juin 1956 en Pologne, quand des chars et des militaires ont ouvert le feu sur des civils qui manifestaient, et de l'écrasement brutal de l'insurrection de Budapest, en Hongrie par des tanks et des troupes soviétiques, le 4 novembre 1956, quelques semaines avant mon voyage. Malgré ces mises en garde, j'étais excitée à l'idée de visiter la terre sacrée de l'Inde et les sites associés à la vie du Bouddha. Néanmoins, à l'époque, j'étais très conscient de la dégradation de la situation au Tibet, et particulièrement de l'arrogance et des sentiments belliqueux croissants des autorités chinoises à Lhasa. Par exemple, dès 1956, quand les interprètes chinois venaient me voir, ils portaient des pistolets sous leur manteau, contrairement à auparavant. Un jour, j'ai distinctement aperçu la bouche d'un canon dépassée d'un pan de veste. À Lhasa, la situation continuait de se détériorer à cause des tensions liées à la présence d'un grand nombre de soldats de l'armée populaire de libération et de toujours plus de réfugiés qui avaient fui les conditions de vie terrifiantes du Tibet oriental. En mars 1956, par exemple, l'armée populaire de libération a bombardé le monastère de Lithang, une fondation importante associée au troisième Dalai Lama, tuant plusieurs centaines de personnes et capturant son abbé. En 1956, en novembre, j'ai finalement pu me rendre en Inde. Mon frère de Dharma, le Pachen Lama, qui avait aussi été invité, s'est joint à moi. Mes deux frères aînés, Taktser Rinpoche et Gyalo Tongdup, qui résidaient alors tous deux en dehors du Tibet, m'ont retrouvé à la frontière du Sikkim. Les premiers mots qu'ils m'ont lancés avant même de me dire bonjour étaient « Il ne faut pas que tu y retournes ». L'urgence dans leur voix m'a vraiment frappée, et je savais qu'ils avaient de bonnes raisons de s'exprimer ainsi, à cause du contexte que je viens de décrire. J'étais plongée dans un doute profond quant à la décision de rentrer après la célébration. Mais le voyage s'est poursuivi, et le 25 novembre, nous avons pris l'avion pour Delhi, où le Premier ministre Jawaharlal Nehru, le vice-président Radhakrishnan et le président du Parlement indien M.A. Iyengar nous ont accueillis. Puis on nous a amenés en voiture à la résidence officielle du président pour rencontrer ce dernier, Rajendra Prasad. Le lendemain matin, le premier événement sur mon agenda était de rendre un hommage à Rajghat, le lieu où fut incinéré Mahatma Gandhi, probablement l'être le plus important de notre époque. Il a appliqué la philosophie indienne ancestrale de l'ahimsa, la non-violence, dans le cadre d'un mouvement politique efficace pour libérer son peuple de l'emprise coloniale britannique. Sur ce site, j'ai affirmé plus solennellement que jamais que je ne participerai jamais à aucun acte de violence. Les célébrations formelles de Buddha Jayanti avaient lieu à Bodh Gaya, le site le plus sacré du monde pour les bouddhistes. Le temple de Mahabodhi, à Bodh Gaya, est érigé à l'endroit où le Bouddha a atteint
l'illumination sous un banyan, qu'on appellerait plus tard l'arbre de la Bodhi. L'arbre qui s'y trouve aujourd'hui est un prolongement grâce à un greffon rapporté du Sri Lanka au XIXe siècle, tiré d'un arbre déjà issu d'un greffon de l'arbre original, sous lequel le Bouddha s'est assis il y a plus de 2600 ans. Dans l'autobiographie que j'ai publiée en 1962, j'ai décrit ce que j'ai ressenti en me retrouvant pour la première fois devant l'arbre de la Bodhi. Tout bouddhiste pieux associera toujours Bodh Gaya avec ce qu'il y a de plus noble et de plus élevé dans son héritage religieux et culturel. Dès ma prime jeunesse, j'ai pensé et rêvé à cette visite. Maintenant, j'étais en présence de l'Esprit Saint qui avait atteint l'éveil dans ce lieu sacré et trouvé le chemin du salut pour toute l'humanité. Alors que je me tenais là, un sentiment de ferveur religieuse m'a empli le cœur, et j'étais muet d'admiration devant le savoir et le rayonnement de la puissance divine qui se trouve en chacun de nous. À l'occasion de la célébration, mon discours abordait la longue histoire du bouddhisme en Inde, comment il était passé au Tibet, ainsi que les liens historiques et spirituels qui, comme je l'ai souligné plus haut, sont de longue date au cœur de cette transmission. J'ai mis un accent particulier sur l'enseignement de non-violence du Bouddha et la façon dont cet enseignement pouvait nous aider à promouvoir une nouvelle ère de paix dans le monde. J'ai exprimé ma profonde admiration pour le fait que lors de son indépendance, l'Inde a adopté le Dharmachakra d'Ashoka, la roue de la loi, comme symbole de la nation, marquant ainsi la profonde admiration de ce pays pour les valeurs universelles promues par le bouddhisme. Quand les cérémonies officielles se sont achevées, j'en ai profité pour aller en pèlerinage à d'autres sites sacrés associés à la vie du Bouddha. Autour de Bodh Gaya et Sarnath, dans le centre de l'Inde, les ruines de l'université de Nalanda, dans le Bihar, la plus grande université monastique bouddhiste indienne, ainsi que les anciens monuments bouddhistes à Sanchi et Ajanta. Au cours de ma visite à Rajgir, un site associé à la vie du Bouddha et particulièrement sacré aux yeux du bouddhisme Mahayana, parce que c'est à cet endroit que les textes de la Prajnaparamita, la perfection de sagesse, ont été délivrés. La compagnie du Premier ministre Nehru était particulièrement inoubliable. Lors de l'inauguration officielle du mémorial pour Xuanzang, un voyageur chinois du 7e siècle, Zhu Enlai était censé représenter la République populaire de Chine, mais comme il n'avait pas pu faire le déplacement, on m'a demandé de remettre le cadeau du gouvernement chinois. Ces visites des sites bouddhistes sacrés m'ont offert certains des moments les plus joyeux et mémorables de ma vie. De rares rayons de soleil parmi les nuages sombres qui s'émoncelaient autour de mon pays et de moi-même. Pendant mon séjour en Inde, nombre d'éminents tibétains sont venus me demander avec insistance de ne pas rentrer au Tibet. Ils s'élevaient fermement contre la signature de l'accord en 17 points. J'ai aussi tenu des réunions importantes avec le Premier ministre Nehru, qui à l'époque avait la soixantaine et qui occupait ce poste depuis l'indépendance de son pays. Dès la première réunion, j'ai saisi l'occasion pour expliquer l'histoire de l'invasion chinoise dans les moindres détails, en soulignant à quel point nous n'étions pas prêts, et tous les efforts que j'avais faits pour trouver un accord avec les communistes, dès l'instant où j'avais pris conscience que personne au sein de la communauté internationale n'était disposé à reconnaître notre droit légitime à l'indépendance. Puis je lui ai raconté la dégradation chaque jour plus importante de la situation au Tibet oriental à la suite du bombardement du monastère de Litang, en lui faisant part de mes craintes quant à la volonté des Chinois de véritablement détruire nos coutumes et notre religion pour toujours. Je lui ai expliqué que j'aimerais rester en Inde jusqu'à ce que nous puissions recouvrer notre liberté par des moyens pacifiques. Tout comme moi, Nehru pensait qu'il était inutile de lutter contre les Chinois. Néanmoins, il a souligné que l'Inde n'était pas en mesure de nous apporter son soutien, et m'a conseillé de rentrer dans mon pays
et d'essayer de travailler avec eux sur les bases de l'accord en 17 points. J'ai objecté que les autorités chinoises avaient trahi ma confiance et que je ne croyais pas que cet accord pouvait continuer de fonctionner, et il m'a répondu qu'il en parlerait personnellement au Premier ministre, Zhou Enlai. Lors d'un de nos entretiens, Nehru a même apporté un exemplaire de l'accord en l'examinant point par point. Il a démontré comment il pouvait être le socle d'un véritable modèle d'autonomie et d'autogouvernance. Nehru a par la suite rapporté la teneur de ses conversations avec Zhou Enlai et notamment les assurances que Zhou lui avait données sans aucune ambiguïté à propos de l'autonomie du Tibet au sein de la République populaire de Chine. Le voyage en Inde m'a aussi fourni l'occasion de m'entretenir plusieurs fois avec le Premier ministre chinois. À l'époque, Zhou Enlai approchait la soixantaine. Il était tout charme et tout sourire. Un homme courtois à l'esprit vif, bref, il était intelligent et beau parleur. Lors de notre première rencontre à Delhi, en novembre, je lui ai fait part sans détour de mon inquiétude à propos du Tibet oriental et du comportement des autorités chinoises, particulièrement la répression brutale et le meurtre d'innocents à la suite du bombardement de Litang. Je lui ai également demandé ce qui s'était passé pendant leur réforme, aussi bien là-bas que dans le nord-est du Tibet, dans l'Ando, pour que des milliers de personnes fuient et se réfugient dans le centre du Tibet. Zhou a vraiment tenté de me rassurer, admettant que dans l'Est, des fautes majeures avaient été commises par les cadres locaux et que les dirigeants au sommet de la hiérarchie devaient prendre leur part de responsabilité parce qu'ils auraient dû intervenir plus tôt. Il m'a affirmé que les réformes au Tibet ne seraient mises en place que lorsque mon gouvernement penserait que les conditions le permettaient. Je lui ai aussi fait part de mes observations quant à la différence entre le Parlement indien et l'Assemblée nationale populaire des communistes chinois. En Inde, les parlementaires sont libres d'exprimer ce qu'ils pensent vraiment et de critiquer le gouvernement quand ils l'estiment nécessaire. À Pékin, j'avais remarqué que la plupart des membres de l'Assemblée osaient à peine parler. Et même lorsqu'ils le faisaient, c'était pour apporter une légère modification dans la formulation des propos, mais jamais rien de substantiel. Zhou a rétorqué que je n'avais participé qu'à la première assemblée à Pékin et que les choses s'étaient améliorées de façon incommensurable dès la deuxième. Il a également pris la peine de rencontrer mes frères et mes ministres les plus importants, dont Ngabo, qu'on avait obligé à signer au nom de mon gouvernement l'accord en 17 points à Pékin.